Mesdames, Messieurs, bonsoir. À 3 heures de la clôture de la campagne électorale, nous recevons ce soir, dans le cadre de l'émission Un candidat, un programme, parrainé par le Conseil supérieur de la communication CEC, M. Salvador Maurice Denis Toussaint Yameugou. Il est le candidat du RDF, le Rassemblement des démocrates pour le Faso. Bonsoir, M. Yameugou. Bonsoir, M. Bazier. Alors, cette émission sera co-animée par Ousseini Ilboudo de l'Observateur Palga. Bonsoir, Ousseini. Bonsoir, Godefroy. Alors, vous peignez à grands traits le portrait de Salvador Yameugou. Merci, Godefroy. Monsieur Salvador Yameugou, vous êtes né le 2 novembre 1956. Vous avez donc 59 ans. Vous êtes marié, vous êtes père de 4 enfants. Après un bac D en France, obtenu en 1975, vous entamez un cursus universitaire ponctué par un doctorat de 3e cycle en sciences économiques à l'Université de Nice. C'est bien ça? C'est bien ça. Ensuite, une expérience professionnelle assez riche, à partir de 1981, notamment à l'IDEP de Dakar, l'Institut africain de développement économique et de planification des Nations Unies. Ensuite, on vous retrouve au BIT à Genève, à l'agence BCAO de Ouaga, à l'ex-CAO, et vous avez également une certaine expérience dans le privé, à DHL, à Abidjan, ainsi que dans le secteur agro-industriel en Côte d'Ivoire. Donc ananas, bananes, coco râpé, karité, café, cacao, c'est dire si en tout cas le champ, ça vous connaît. Sur le plan politique, vous avez occupé entre autres fonctions, celle du ministre des Transports et du Tourisme en 2002. Vous avez été député sous 2 législatures entre 2002 et 2012. Enfin, pour terminer cette bio express, on lit quelque part que votre langue maternelle, c'est le français. C'est bien ça, M. Salvador Yameugou? Vous ne parlez pas mouré? Si, bien sûr, je parle mouré aussi. Oui. Pas aussi bien que le français, malheureusement. Oui. Mais si vous avez l'occasion de me suivre un peu dans les tournées, vous verrez que j'ai chaque fois essayé de parler à mes compatriotes en mouré. Merci. Alors, vous portez 2 prénoms, oui. Maurice et Denis, votre papa et votre oncle. Est-ce que ce n'est pas 2 prénoms durs, difficiles à porter pour vous? C'est des prénoms, en tout cas, pas faciles à porter. C'est la première république en concentré. Mais pour l'anecdote, après l'aîné, qui est Herman, que vous connaissez, il y a eu 2 filles. Donc, quand moi je suis arrivé, le papa était tellement content qu'il a dit ça sera Maurice. L'oncle a dit pas question, ça sera Denis. Donc j'ai hérité des 2 prénoms et on m'a donné celui de Salvador que j'utilise, en fait, que j'essaie moi de faire connaître davantage que les 2 prénoms. Autant de depuis, vous essayez de vous faire un prénom en réalité, parce que Maurice Yameugou, voilà, effectivement, ce n'est pas simple. En même temps, ce serait malhonnête de dire que ça ne m'a pas aidé. En même temps, ça a placé la barre assez haut en termes de responsabilité, en termes de conscience de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Donc, dans la balance, je ne me plains pas d'avoir eu ce géniteur-là, qui a eu donc une histoire bien déterminée et qui est le père de l'indépendance de notre pays et qui est notre père à tous. Ça, c'est très important pour moi. Alors, M. Salvador Yameugou, vous êtes candidat pour cette élection qui se profile à l'horizon dans 2 jours. Oui. Et pourquoi vous êtes lancé dans cette course-là à la magistrature suprême? D'accord, je vais y répondre, mais si vous m'en donnez l'autorisation, je voudrais juste saluer le peuple burkinabé qui nous regarde. Saluer son courage, sa fierté, sa résilience. Je voudrais également saluer notre diaspora et regretter qu'elle n'ait pu prendre part à ce scrutin et former le vœu, prendre l'engagement d'œuvrer pour qu'en 2020, ce soit le cas. Je voudrais terminer par nos forces de défense et de sécurité que nous avons croisées sur toutes les routes que nous avons sillonnées, et je voudrais donc leur adresser également un salut. Pour revenir à votre question, vous savez, à circonstances exceptionnelles, on prend des décisions exceptionnelles. Après l'insurrection et tout ce qui a suivi, j'ai constaté qu'il y avait un risque compréhensible d'exclusion, et j'ai pensé en même temps qu'il fallait à tout prix défendre l'inclusion, qu'il fallait à tout prix défendre l'idée que c'est le peuple burkinabé qui doit choisir ses dirigeants, qui plus est au sommet. Bien entendu, s'ils ne sont pas entachés, on va dire, d'impossibilité de participer au scrutin. Donc c'est la première idée qui m'a poussé à être candidat à la présidentielle. Ensuite, je me suis dit, je pense que j'ai un projet à soumettre à nos compatriotes dans cette phase un peu particulière où beaucoup de gens s'interrogent,
où, malgré tout, les dés ne sont pas jetés définitivement, puisque nous partons en fait, je dirais pas de zéro, mais nous sommes tous au point de départ. Il y a bien sûr des acteurs qui ont amené à cette situation qu'il faut saluer, dans leur courage également, dans leur héroïsme pour certains. Mais il y a aussi d'autres qui ont été peut-être moins actifs dans ce mouvement, mais qui ont observé et qui ont pris acte. Et d'une manière générale, j'ai pensé qu'un pays se construit dans son entièreté. Donc il faut défendre l'inclusion et avoir un projet rassembleur. Donc c'est un peu ce qui m'a décidé à tenter cette aventure extraordinaire pour un citoyen. Oui, vous parlez tantôt d'inclusion. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu un candidat par procuration? Parce que votre frère Herman, justement, ne pouvait pas aller au charbon. Je ne pense pas qu'on puisse le présenter ainsi. Nous sommes bien sûr frères. Il a sa formation politique, j'ai la mienne. Nous avons été par le passé dans la même formation, puisqu'il m'a amené quelque part en politique au Burkina. Nos chemins se sont séparés, nous nous sommes retrouvés, mais dans une dynamique différente. Nous avons considéré que c'est mieux que chacun évolue dans sa formation et qu'on se donne peut-être plus de chances, éventuellement un jour, de rassembler les Burkinabés autour d'un projet qui serait peut-être porté par l'un ou par l'autre. Donc, je n'ai pas pris cette décision par procuration. Il s'est trouvé simplement que lui n'était pas en position d'être candidat. Donc, à partir de ce moment-là, c'était plus facile pour moi, mais il ne m'a pas donné mandat d'être candidat à sa place. C'est totalement différent. Donc, voici un peu la complexité de la situation dans laquelle je suis depuis que je suis en politique. Donc, soit c'est la référence au père, soit c'est la référence au frère. Donc, cette fois-ci, je pense qu'après cette élection, on pourra parler de Salvador Maurice Yameogo. Vous comptez exister par vous-même? Oui, je pense que j'existe déjà par moi-même. Mais je pense davantage encore pouvoir démontrer aux compatriotes que j'ai une vision particulière à leur offrir et que j'ai un cheminement qui est spécifique. Vous avez souligné tout à l'heure que je viens du monde des affaires. Je ne suis pas un politicien professionnel. J'ai commencé par le bas de l'échelle dans les affaires, contrairement à ce qu'on dit, ils sont nés avec des cuillères en argent. Ce n'est pas du tout mon cas. Et c'est une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui cherche du travail, qui envoie un CV, qui a une réponse négative, j'ai vécu ça. Quelqu'un qui s'aligne pour payer sa facture de courant, j'ai connu ça. Donc je suis un citoyen burkinabé, je pense, comme les autres, même si j'ai eu la chance, j'en conviens, d'être né dans cette famille. Alors, vous avez parlé tantôt de votre projet de société Oui. que vous allez soumettre au Burkinabé. Tout à Vous fait. avez en tout cas fait un certain nombre de propositions Oui. par rapport aux institutions publiques, aux institutions politiques, en tout cas l'économie et tout. Nous allons nous intéresser d'abord aux institutions publiques. Qu'est-ce que vous proposez comme rupture par rapport à tout ce qu'on a connu? Alors moi, ce que je pense, c'est que fondamentalement, il n'est écrit nulle part que la rupture est la solution. On entend partout qu'il faut rompre, il faut rompre, il faut rompre. Je considère en effet qu'il faut rompre avec la mauvaise gouvernance, aller vers la bonne gouvernance. Si ça c'est une rupture, je suis d'accord. Mais si par rupture on entend jeter à la poubelle, pardonnez-moi l'expression, tout ce qui a constitué, tout ce qui a été fait dans notre pays jusqu'à 2014, c'est une erreur. Donc fondamentalement, mon projet, si vous voulez, s'apparente à une vision. J'ai voulu baser mon projet sur des valeurs, tout d'abord, ensuite sur un enchaînement logique et dynamique de propositions qui aboutissent à un résultat où, en principe, on devrait se retrouver réconcilié avec une justice qui aura passé, avec de la solidarité inscrite dans notre programme, avec la nécessité de pouvoir parer au plus urgent par rapport aux plus démunis et enfin pouvoir se projeter pour le Burkina de demain à travers de grandes assises sur le développement qui vont déterminer un cap. Par rapport aux institutions, en termes de rupture, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut aller vers l'état de droit. Il faut aller vers l'application des textes, à commencer par la Constitution, qui est la loi fondamentale. Vous parlez de passer à la 5e République à travers un référendum, en tout cas une large consultation du peuple. Voilà, j'ai estimé que s'il y a effectivement une volonté populaire d'aller à la 5e République, moi je n'ai pas d'objection à cela. À partir du moment où ce sera une assemblée élue, probablement constituante, qui va examiner le texte et qu'un référendum viendra sanctionner ce passage à une 5e République. Maintenant, dans l'année de la transition, pouvoir supposer qu'il était possible et même nécessaire de passer à la transition avec des conseillers désignés, je pense que ça n'aura pas donné toute la légitimité à un tel projet.
Une constitution, c'est pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc il faut, sans précipitation, sans calcul politicien, l'élaborer. C'est vrai que l'argument de la transition était que si on le fait après, quelqu'un sera déjà en fonction et qu'il va l'orienter. Mais je ne le pense pas. Avec ce que nous avons traversé, si le processus est inclusif, ce sera une constitution de tous les Burkinabés pour tous les Burkinabés. Donc pour les institutions, il faut aller, on va dire, résolument dans la séparation des pouvoirs, faire en sorte qu'effectivement la justice soit déconnectée du pouvoir exécutif. Et je crois que sur ce chapitre-là, tous les candidats ont égrené le même chapelet. Je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et faire en sorte que, au niveau du Parlement, maintenant qu'il n'y a plus de Sénat, ce soit vraiment le lieu de confrontation des idées entre la majorité, l'opposition, entre l'exécutif et le législatif. Donc le projet détaille la vision sur le plan des institutions, mais bon, vu qu'il y a beaucoup d'aspects à aborder, je me limiterai pour l'instant à ce chapeau. Mais M. Yamougou, est-ce qu'on doit comprendre que si vous arrivez au pouvoir, la Constitution qui vient d'être relue va de nouveau passer sur le billard? La Constitution qui vient d'être relue n'est pas la Ve République. S'il y a une volonté d'aller à une Ve République, bon, inévitablement, il faudra la retoucher. C'est ce que je perçois. Donc, à ce niveau-là, je crois que, puisque le scrutin est couplé, nous aurons à la fois un président élu et une assemblée élue nouvelle dans une configuration inédite. Et là, nous aurons très facilement, très rapidement, la capacité de voir quelle est l'option. Et on soumet la question à ce moment-là. Parmi vos grands chantiers dans le domaine des institutions publiques, le RDF, dans son projet de société, entend réformer nos organes sécuritaires. Oui. En quoi est-ce que cela va-t-il consister exactement? Alors, vous savez, le projet de société a été écrit bien avant l'insurrection. Il a grandi avec le parti, il s'est confronté à la réalité. Avec l'insurrection, avec la question du RSP, qui a occupé vraiment l'opinion nationale et internationale et qui a été tranchée. Aujourd'hui, il faut qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, on commence par restaurer l'autorité de l'État. C'est fondamental parce que rien de durable ne peut se faire sans cela. Il faut ensuite restaurer la confiance, donner confiance aux forces de défense et de sécurité. Il faut, à mon avis aussi, avec la donne sécuritaire qui s'est marquée par le terrorisme, pouvoir former nos forces de défense et de sécurité de façon plus spécifique, leur donner des équipements adéquats et correspondants, leur donner des infrastructures. Bon, quelquefois, quand on voit dans quelles conditions ils sont, c'est extrêmement difficile d'imaginer qu'ils puissent être à la fois en condition et réactifs. Et quoi qu'on dise, il faut aussi, au niveau des conditions du traitement, penser à eux, parce que ce n'est pas toujours facile. Dans un monde où la tentation est grande, je ne veux pas emboîter le pas d'un candidat qui m'a précédé ici, mais je pense qu'il faut qu'il soit dans de bonnes conditions. Bon, je ne sais pas si ça suffit à dire que c'est une réforme, mais il est clair qu'il y a l'armée républicaine qui doit primer à partir du moment où le RSP a été dissous. S'il doit y avoir un groupement interarmé pour protéger le chef de l'État, ça peut être une très bonne chose. Mais tout le monde est d'accord qu'il faudrait que l'armée se rentre vers ses missions régaliennes. Absolument. L'armée républicaine doit se consacrer à la défense du territoire. Mais ce que j'ai ajouté dans mon projet, et je pense que M. Ilboudou a dû le voir, je pense que l'armée a des compétences. L'armée a des compétences dans le génie civil, dans les infrastructures, dans le transport, dans les routes. On doit justement capitaliser là-dessus et donner une autre dimension à l'armée, qui va conforter son sens républicain et faire en sorte que l'armée n'ait plus à prendre prétexte des turpitudes des civils pour prendre le pouvoir. Je pense que ça, c'est fondamental. Et la transition qu'il faut aussi saluer. Après des textes qui vont un peu dans le bon sens. Maintenant, il faut toujours du temps pour que les choses rentrent dans les mentalités. Toujours dans votre projet de société, le RDF incitera les partis politiques au regroupement, c'est ce qu'on peut lire. Alors, quand on connaît un peu les conditions dans lesquelles le RDF lui-même est né, donc d'une scission, voilà, avec l'UNDD. Avec l'UNDD de Maître Emmanuel Yamougou. Alors, est-ce que on se demande sur quoi finalement, en fait, justement, vous vous fondez pour inciter au regroupement, alors que vous-même, justement, vous êtes né presque par participarité, si on peut l'appeler ainsi. Voilà. Bon, vous avez raison. A priori, c'est dire une chose et son contraire, mais ce n'est pas le cas. C'est une tendance qu'on exprime, c'est une volonté qu'on émet. Sous la Troisième République, nous avons été dans le multipartisme limité. À l'issue d'un scrutin, on a dit les 3 premiers partis seront ceux légalement reconnus. Et les autres partis vont se fondre
vont se fondre dans ces partis. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes avec la liberté d'entreprendre, de communiquer, de s'exprimer, de créer des partis politiques, il est difficile d'aller dans la coercition pour limiter le nombre de partis. Par contre, je suis prêt à me soumettre à un meilleur contrôle de la tutelle, à me soumettre à des conditions peut-être plus draconiennes par rapport au fonctionnement de mon parti. Et si je vois que je n'y parviens pas, j'irai me fondre avec d'autres, ou d'autres viendront se fondre avec moi. Je pense que c'est le premier aspect. Il y a ensuite la question des financements, qui doit être gérée de façon incitative, de façon à pousser les partis politiques à se regrouper. Donc je crois que ce que M. Leboudou dit est très juste, mais je pense que c'est une tendance dans laquelle nous devons nous diriger à présent. Et je me dis justement que l'occasion offerte ce 29 novembre est toute trouvée, puisque nous allons pour la première fois avoir un nombre important de candidats à la présidentielle, à la députation, après vraiment de grands changements au niveau de la société, l'insurrection, la transition, le coup d'État. Donc peut-être que les choses vont se stabiliser et qu'on verra des grandes tendances se dessiner, de sorte que progressivement, les plus petites formations puissent se fondre dans les grandes. De toutes les façons, dans le cadre du Parlement, pour pouvoir avoir un groupe parlementaire, ça va se préfigurer, je pense. Donc, en tout cas, je soutiendrai cette option. Est-ce que ce n'est pas parce que l'État continue de subventionner les partis et formations politiques qu'on assiste à une floraison de ces partis-là? Bon, en tous les cas, ça ne s'applique pas à moi. Parce que ce que l'État m'a donné par rapport à ce que j'ai mis dans mon parti depuis 10 ans, sincèrement, c'est une goutte d'eau. Mais il est possible que certaines personnes voient dans la création d'un parti politique un moyen d'avoir des subventions de l'État. Et ça, il faut le combattre effectivement. Mais comme tous les autres candidats, l'un des grands chantiers de Salvador Amourou, c'est la justice. Oui. Tout le monde dit oui, on veut une justice indépendante, alors que la tendance naturelle de tous les pouvoirs, justement, est de tenir un peu les magistrats en laisse. Alors concrètement, quel genre de mesures est-ce que vous allez prendre pour que cette indépendance, et même au-delà de cette indépendance, cette impartialité de l'institution judiciaire soit réalité au Burkina Faso? Bon, d'une manière générale, je pense que ça va commencer par déconnecter l'exécutif au maximum de la justice. Le chef de l'État, président du syndicat de la magistrature, bon, ça, ce n'est plus le cas. C'est un chantier. Voilà, ça sera un chantier. Je pense ensuite que dans les prérogatives même de la tutelle du ministère de la Justice, il y a peut-être un bémol à mettre. Faire en sorte que le ministère de tutelle soit effectivement la tutelle, mais n'ait pas un droit de préemption ou un droit de décision par rapport au travail des juges. Il faut ensuite que la justice dispose des moyens de sa politique, on va dire, qu'elle ait en capacité ce qui est nécessaire en termes de personnel humain, en termes de financement, et aussi qu'on puisse la rapprocher au maximum du justiciable par les infrastructures. Donc je me dis que l'idée qu'il faut la rendre indépendante du pouvoir exécutif, il faut la pousser à son terme. À partir de là, si c'est effectivement réalisé, on ne peut plus demander à l'exécutif qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la justice, dès lors qu'elle sera devenue indépendante. Sinon, ce sera lui demander encore d'intervenir. Donc, je reconnais que c'est un chantier important. Il faut que les juges aient le sentiment de sécurité par rapport aux décisions qu'ils prennent, qu'ils ne sentent pas de menaces, qu'ils soient dans leur conscience, en leur âme et conscience, à même de dire le droit. Et ça, je pense que c'est l'évidence même. Et dans le rapport de la Commission nationale de réconciliation, il y a beaucoup de propositions qui vont dans ce sens-là. Donc il suffit, à mon sens, de les appliquer. C'était un travail important qui a été fait dans un laps de temps très court et que nous tous, candidats, avons validé, en tout cas dans l'esprit. Maintenant, dans la mise en œuvre, peut-être qu'il y aura des détails techniques liés au coût de certaines réformes qui nous amèneront à faire des amendements, mais à la marge. Sinon, c'est un travail important qui a été fait et qui indique le sens dans lequel la justice doit aller. Alors, vous prônez également l'accès des différents acteurs politiques de la société civile aux médias publics selon la règle des 7-7. Oui. C'est quoi exactement? Bon, vous avez la liste des 7... Oui. Le gouvernement, l'opposition parlementaire, voilà, la majorité, exactement. les OEC. Tout à fait. L'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Nous considérons que ces 7 composantes-là sont vraiment l'incarnation de ce que représente la nation et doivent accéder également à l'information. Donc c'est un peu comme ça que nous avons classifié les choses. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais c'est notre option. Est-ce que vous croyez qu'actuellement, toutes les partis que vous venez de citer là, gouvernement, opposition,
majorité parlementaire, les OSC, tout ça, là, ils n'ont pas droit à l'information, non? Si, Dans les médias? Ils ont droit à l'information, ils ont accès à l'information, mais pour être tout à fait en dehors de la langue de bois, vous savez que selon les périodes qui sont déterminées par des circonstances, l'information, même quand on peut y accéder, bon, il y a une certaine prévention par rapport à tel ou tel type de personnes selon comment ils se positionnent. Il y a un moment où il était peut-être difficile, juste après l'insurrection, pour certains de s'exprimer. Ça c'est clair, il faut l'admettre. Et puis il faut aussi le reconnaître, ça s'explique. Il y a eu une dynamique qui a fait qu'on a diabolisé tout le monde. Maintenant, avec le recul, on commence à se rendre compte que c'est difficile de mettre tout le monde dans le même sac. Et aujourd'hui, ceux qui ont, on va dire, pour parler un peu crûment, les tombeurs du régime ancien, font la cour aux formations politiques du système déchu. C'est la campagne électorale, c'est la foire aux voix. On met de côté certaines considérations parce que l'objectif premier a été atteint. Maintenant, il faut aller à la conquête de l'électorat, il faut aller à la conquête du pouvoir. Donc ça vous montre que dans toute chose, c'est mon point de vue, il y a un mouvement de balancier. On va d'un extrême à l'autre et puis les choses se stabilisent. Donc il y a un grand effort qui a été fait par rapport à l'accès à l'information, par rapport à la professionnalisation de celle-ci, mais il y a des périodes où ça a été plus compliqué pour certains que pour d'autres d'y accéder. Alors, quand on lit votre biographie, Husseini Ilbrou l'a dit tantôt, oui. Vous avez un doctorat de 3e cycle en sciences éco. Ça veut dire que normalement vous devriez mettre l'accent sur l'économie dans votre projet de société, mais on voit que vous n'avez pas vraiment mis l'accent sur ça, vous l'avez effleuré, c'est vrai. Vous avez parlé de votre modèle économique que vous voulez mettre en œuvre. Et pourquoi vous n'insistez pas alors qu'on sait que vous avez une formation d'économiste? Je pense, M. Bazier, que vous vouliez dire que je n'ai pas mis l'accent sur les chiffres, ce qui est différent. J'ai beaucoup parlé d'économie, mais je n'ai pas parlé de chiffres. Je n'ai pas de programme chiffré et je n'ai aucune difficulté à le concéder ici, mais ça s'explique. Vous savez, il est extrêmement difficile pour nous autres, depuis peut-être 2012, d'avoir la réalité de ce que pèse notre économie. Bien sûr, il y a des chiffres officiels, il y a ce que nous avons par rapport au ministère des Finances, etc. Depuis l'insurrection, la transition, je ne dis pas qu'il n'y a pas de transparence, mais j'ai considéré que je n'avais pas la réalité de ce qu'était l'économie burkinabé aujourd'hui. Vous n'avez pas confiance aux chiffres qui sont donnés? Ce n'est pas cela, mais j'ai la conviction qu'il faut être en poste pour savoir exactement ce qu'on trouve. Ma petite expérience au gouvernement m'a appris cela. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pensé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des chiffres pour être contredit très rapidement, pour se contredire soi-même. Je considère qu'une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. C'est la rencontre d'une vision avec une population, avec un peuple. Un candidat n'est pas la sommation de toutes les compétences techniques d'un pays. Ça n'a aucun sens. À ce moment-là, il n'y aurait pas de gouvernement, il n'y aurait pas d'assemblée. Simplement, j'ai indiqué des pistes, notamment pour le programme présidentiel d'urgence, mais qui peut être chiffré en 2 semaines si nous accédons à la fonction. On connaît la dette intérieure, on a une évaluation de ce qu'a coûté l'insurrection en termes de dégâts. Tout ça, ça doit être dans un programme de relance de l'économie. Donc, les chiffres, je n'ai pas fait cas des chiffres. Et quand j'observe effectivement ce que disent certains concurrents, il y a une avalanche de chiffres qui ont été proposés. On sait qu'on sort d'un budget d'austérité, on a un taux de croissance qui n'est pas des plus élevés, et on ne sait pas quelle va être notre capacité, sur la base de nos ressources propres, à redynamiser la croissance. Maintenant, si c'est sur la base des financements extérieurs, il faut d'abord que la confiance revienne, qu'on puisse sécuriser les miniers par rapport à leurs investissements, etc. Là, à ce moment-là, tout devient possible. Donc c'est pour cela que, bien que macroéconomiste, je n'ai pas fait de programme chiffré. En attendant, en tout cas, vos chiffres, votre option, elle est claire. Oui. C'est le libéralisme économique modéré. Oui. Voilà. Alors, pour les téléspectateurs qui vous suivent, est-ce que vous pouvez expliciter ça un peu? Tout à fait. Bon, un libéralisme pur, ça serait se fonder sur le marché et dire que le marché a seul la capacité de réguler. Bon, nous considérons que l'économie de marché, c'est celle qui domine le monde actuellement. La Chine, la Russie, nous sommes tous dans cette économie. Mais nous devons la teinter chez nous de solidarité. Nous sommes des pays en développement.
nous devons absolument considérer que l'État doit garder des prérogatives régaliennes importantes dans les secteurs que nous considérons comme stratégiques, l'éducation, la santé, les infrastructures, la culture. Donc, dans ces domaines, l'eau, l'énergie. Tout à fait, voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, dans ces domaines-là, il faut que l'État soit au devant. Maintenant, dire que l'État est au devant, ça ne veut pas dire que l'État fait tout. En matière d'énergie, l'État peut promouvoir la production par des privés d'énergie qui revendent à son label, qui distribuent. Mais c'est l'État qui a la charge de définir le cadre dans lequel ça va se faire. Donc, un libéralisme modéré, c'est un libéralisme qui n'est pas antinomique de la solidarité au départ, de la prise en compte des plus démunis et surtout de donner toutes les chances à tout le monde, des chances égales dans la santé, dans l'éducation. Mais à partir de ce moment-là, c'est le rendement et la performance qui vont déterminer le partage des fruits de la croissance. Sinon, ça ne serait plus équitable. Donc, c'est ça un peu l'idée. Et pour revenir à l'État, c'est une économie en fait mixte, avec un État qui est là, et un secteur privé qui est là également, et une bonne planification du développement avec l'État en tête et le secteur privé qui exécute, qui est le moteur de la croissance, qui est pourvoyeur d'emplois, un peu comme le modèle malaisien. Donc je crois que c'est une option, à mon avis, qui n'a pas été assez visitée. Nous sommes un pays qui a pour principale caractéristique sa main-d'œuvre, son capital humain. Il faut aller dans ce sens-là et faire en sorte que les services viennent compléter le dispositif avec l'agriculture, l'élevage, c'est un fait, les mines, le potentiel minier et les services. Et alors, M. Emerouf, vous dites bien dans votre projet de société que toutes les options économiques ont été essayées sous nos cieux avec les résultats qu'on connaît. Alors, est-ce que ce libéralisme économique modéré où le secteur privé est fort, dynamique et puis va jouer le rôle de moteur de l'économie, est-ce que ce modèle-là est applicable sous nos cieux quand on sait que le secteur privé est embryonnaire? Je pense que ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle un modèle tendanciel. Si vous pensez aujourd'hui que le Burkina Faso a la capacité, avec ses ressources propres, d'équilibrer déjà son budget, c'est pas possible. Il y a un gap de, en gros, 300 milliards par an. Si vous pensez que le Burkina Faso aujourd'hui a la capacité, avec son budget, de mettre en œuvre sa politique industrielle, notamment minière, ça va être compliqué. Je considère donc qu'il faut bien sûr commencer par ses propres forces, par ses propres ressources. Mais il faut nécessairement penser à aller chercher des financements là où ils se trouvent. Donc l'économie, pour moi, elle doit être ouverte. Nous sommes déjà dans un ensemble qui est l'UEMOA, qui est la CEDEAO, qui prône la libre circulation des biens, la libre circulation des personnes et le libre établissement. Donc nous sommes déjà dans un contexte concurrentiel. Donc la rupture dont certains parlent, le repli sur soi quelque part qu'on perçoit, je ne vois pas comment on va y arriver. Donc je suis persuadé que l'option que je promeux, elle est valable. Mais il faut l'articuler aussi à l'ensemble sous-régional. Il faut qu'au niveau de la CEDEAO et de l'UMOA, on ait une politique qui soit en cohérence aussi avec ce que nous faisons dans ce cadre-là. S'il y a des grands pôles de développement qui peuvent se faire au niveau sous-régional, tel pays membre peut accueillir telle infrastructure au bénéfice de l'ensemble. Donc je crois que c'est une vision dynamique, innovante et peut-être un peu inédite. Vous parlez d'une diversification des sources d'énergie dans votre projet de société, incluant le nucléaire. Alors quand on a vu Tchernobyl, quand on a vu Fukushima il n'y a pas longtemps, et quand on connaît les difficultés pour nos États pauvres, en tout cas vraiment de maîtriser cette technologie nucléaire, est-ce que ce n'est pas un peu osé pour ne pas dire risqué? C'est-à-dire que, bon, je crois que peut-être que tel que ça a été formulé, je ne dis pas que mes paroles ont dépassé ma pensée, mais je voulu simplement dire qu'il n'y a pas de raison, parce que nous sommes Africains, nous sommes Ouest-Africains, qu'on s'interdise une possibilité d'énergie qui existe. Maintenant, la maîtriser technologiquement, c'est évident qu'on n'a pas cette technologie, mais c'est avec des partenaires. Et c'est forcément au niveau d'un ensemble. Une centrale nucléaire, ce n'est pas pour le Burkina, c'est pour l'UMOA ou la CEDEAO, ça c'est évident. Et avec le NEPAD, avec tout ce qui est fait pour pouvoir mobiliser des ressources au niveau africain et avoir des investissements en infrastructures importants, je trouve que c'est dommage de ne pas imaginer cette possibilité. Maintenant, avant d'y arriver, il y a d'autres formules qu'il faut d'abord certainement mettre en œuvre, à commencer par le solaire ou l'éolien. Mais je me dis que quand on voit la contrainte énergétique, quand on voit l'importance des coûts des facteurs dans l'industrialisation, je trouve que ce n'est pas mauvais d'imaginer cela. C'est simplement ce que je voulais dire.
Alors vous regardez avec un peu de réserve, un peu de méfiance, les biocarburants, Oui. parce que vous trouvez que ça peut jouer en défaveur des cultures vivrières. Oui, absolument. Je pense qu'il faut en toute chose faire un rapport coût-avantage. Nous sommes un pays qui lutte pour l'autosuffisance alimentaire ou pour la sécurité alimentaire. Si on introduit des biocarburants qui vont détourner la population de la production de ce qui leur permet de se nourrir, bon, ça peut introduire un biais. Maintenant, il faut faire le calcul. Si les biocarburants vont nous rapporter de quoi importer ce qui manque pour nourrir la population, à ce moment-là, on est dans la sécurité alimentaire et ça peut fonctionner. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas fait ces calculs, ces projections pour le démontrer. Simplement, je considère que le Burkina, de par sa position, il doit essayer déjà de produire davantage d'énergie, de s'interconnecter, par le jeu de la concurrence, d'abaisser peut-être le coût de ce qu'on importe, même s'il n'y a pas la totale sécurité. Quand quelqu'un te livre du courant, il peut te couper du jour au lendemain. Mais on n'a pas d'autre option. Il faut ensuite faire un choix radical pour le solaire. Le coût des investissements a longtemps été dissuasif. Mais je me dis que dans un cadre communautaire commun, on peut travailler à mettre en place des usines de panneaux solaires plutôt que d'aller les importer. Et que l'administration donne l'exemple. Tous les services, toute l'administration doit aller au solaire. Donc je pense que c'est des pistes comme ça qui vont permettre de maîtriser un peu la fracture énergétique. Mais à court terme, c'est vrai que c'est compliqué de baisser le coût du kilowattheure pour être concurrentiel par rapport aux pays voisins. Mais c'est ce que le patronat demande, c'est ce que les industriels demandent. Mais vous voulez également rendre le coût des investissements plus attractif. Alors dites-nous, qu'est-ce qui dans la législation actuelle vous dérange et comment est-ce que vous pouvez améliorer les choses de façon concrète? Dans le détail, je ne pense pas pouvoir vous le dire, bon, parce que je n'ai pas été jusque-là. Mais ce que je veux dire simplement, en prenant l'exemple des mines, le code minier a été relu dernièrement, bon, dans un sens qui, a priori, va dans le sens des intérêts du Burkina. Et cela est normal. Mais si on considère que nous sommes dans un monde concurrentiel où il y a la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, d'autres pays qui ont également des réserves en or, quelquefois des teneurs meilleures que nous. Bon, il n'est pas évident que sur les 5-10 années qui viennent, on ait la même attractivité parce que notre code a été légèrement retouché. Il a été fait de façon démocratique, j'en conviens, mais il faut savoir en toute chose ce qu'on veut. C'est pareil à l'échelle pour le code des investissements. Je considère que si on doit aller dans une économie ouverte, il faut un cadre attractif pour pouvoir permettre aux investissements de venir. Et la priorité dans cela, c'est que ceux qui investissent aient la capacité, même s'ils payent des taxes, ils payent des impôts, ils ont des réalisations pour le pays, qu'ils aient la capacité de rapatrier leurs capitaux. Je pense que ça, c'est normal. Mais dans la dynamique de ce que nous avons traversé pour un pays pauvre, ceux qui n'ont pas accès à l'information véritable estiment que bon, le pays est spolié, qu'il faut à tout prix arracher un maximum pour le pays, ce qui est normal, mais il ne faut pas perdre de vue le calcul que font ceux qui viennent investir. C'est tout. Si maintenant le Burkina a la capacité, sur ses ressources propres, de le faire, il n'y a aucun problème. Mais il faudra revoir l'assiette fiscale, il faudra imposer davantage, il faudra ponctionner sur nos ressources propres pour ne pas avoir à emprunter à l'extérieur. Donc c'est un simple calcul de coûts et d'avantages. Dans un tout autre domaine, M. Yamogo, vous comptez formaliser le secteur informel. Ouais. C'est une contradiction dans les termes, par définition. Tout à fait. C'est une contradiction en soi, mais si vous lisez la suite, je pense qu'il faut en faire un secteur de transition. C'est-à-dire qu'au lieu de dire dans sa globalité le secteur informel, il faut que ça devienne un secteur de transition. Le secteur informel attire les populations parce qu'il échappe à la fiscalité. Donc on équilibre facilement sa balance et puis bon, on peut fonctionner. Mais il n'y a pas de ressources générées par l'État au niveau de l'imposition. Donc je considère qu'on peut très bien imaginer qu'un stock déterminé de jeunes, de femmes qui sont dans le secteur informel, à un moment donné, ils sont pris en charge. Ils ne payent pas d'impôts, c'est vrai. L'État investit, il les encadre et progressivement, il leur donne des financements et sur un projet, il les amène progressivement à devenir structurés et donc soumis à l'impôt. Donc au bout d'un moment, ils vont générer des ressources pour l'État. Et donc la boucle va permettre à l'État de continuer ce cycle-là, qui sera, je pense, un cycle vertueux. Quelqu'un qui est dans l'informel, il a 18 ans,
Vous revenez, il a 50 ans, il est toujours assis à la même table. C'est pas souhaitable. C'est un État transitoire et ça doit être un secteur de transition. Et je crois que le secteur privé est d'accord avec cela. Parce que le secteur privé structuré estime qu'il y a une concurrence déloyale du secteur structuré, informel, qui n'est pas imposé, qui ne paye pas de taxes, bon, qui fraude un peu, d'après eux, qui font des importations parallèles. Donc il y a aussi un équilibre à trouver entre ce secteur-là et le secteur privé qui estime qu'il est la vache à lait et qu'il n'y a pas suffisamment on ne regarde pas de près ce qui se passe du côté du secteur informel. Donc je pense que c'est une idée qui n'est pas nouvelle, hein, qui remonte aux années 80. Le BIT a travaillé sur ces sujets-là, mais bon, progressivement, on s'en est écarté. On a dit, bon, le secteur informel est là, on les aide, point. Moi, je pense qu'il fallait au-delà. Il peut demeurer résiduel, mais il faut, vu l'importance, la quantité de ressources qu'il génère, il faut absolument s'attaquer à ce problème et faire en sorte qu'il soit progressivement un secteur traditionnel. Alors vous avez dit que en matière de production agricole, voilà, vous prônez plutôt pour la sécurité alimentaire plutôt que l'autosuffisance alimentaire qui semble une ligne d'horizon. Oui, parce que vous savez, les aléas climatiques sont tels qu'il n'y a aucune prévisibilité réelle sur la pluviométrie. Il y a un dérèglement total qui fait que si vous vous basez exclusivement sur vos capacités propres à produire de quoi vous nourrir, vous pouvez déchanter. Une mauvaise récolte, et puis c'est terminé. Donc c'est mieux de se dire, bon, on va tendre vers l'autosuffisance alimentaire, mais essayons d'avoir la sécurité alimentaire. Faisons en sorte que l'État ait suffisamment de ressources pour qu'en cas de gap, on puisse importer, trouver le complément pour éviter les famines. C'est uniquement cela. Sinon, un pays normalement arrivé au stade de développement doit être autosuffisant sur le plan alimentaire. Mais on n'est pas en passe, à mon avis, de régler cette question des aléas climatiques. Il y a ensuite le fait que nous sommes sur 274 000 km², c'est notre superficie. Bon, la population augmente, les terres cultivables diminuent, les rendements devraient suivre, mais les rendements augmentent assez lentement parce qu'il n'y a pas assez de mécanisation, il n'y a pas assez d'intrants, il n'y a pas assez de semences améliorées, il n'y a pas une gestion des terroirs optimale. Donc il faudrait beaucoup d'argent pour qu'on ait rapidement des rendements qui permettent de dire, bon, on peut quand même, sur les surfaces en réduction, continuer à nourrir une population qui augmente. Donc vous voyez un peu le... Est-ce qu'il faut passer par la relecture des textes, par exemple sur la RAF, la réforme agraire et foncière? Bon, je ne pense pas. Bon, je sais que, notamment par le MCA, un travail a été fait important sur les titres fonciers, sur le fait qu'il faut que la terre devienne un capital et non pas un capital dormant. Et ça, je pense que c'est une bonne tendance, de sorte que, nanti de titres, on puisse attirer des investisseurs, mobiliser des ressources pour investir. Donc je pense que c'est une bonne dynamique qui a été commencée avec le MCA. Dans le domaine social, vous proposez l'érection d'une caisse nationale de solidarité. Oui. Voilà, en quoi est-ce qu'elle va consister et quels seront véritablement les bénéficiaires d'une telle caisse? Alors, comme je le disais au début, ce qui caractérise notre peuple, là, c'est cette solidarité. C'est le fait que, quelles que soient les difficultés, on arrive à s'en sortir parce qu'on sait se tendre la main. Donc, il est même presque dommage ou anormal qu'on n'ait pas aujourd'hui une caisse de solidarité qui pourrait permettre au secteur privé, à l'État, aux individus, à tout le corps social de contribuer. Elle a existé sous la Révolution. Oui, bon, voilà. Donc, c'est peut-être un des aspects qu'il faut reprendre. Faire en sorte que s'il y a une catastrophe naturelle, s'il y a des choses vraiment qui font appel à la solidarité, la caisse est là. On peut secourir les plus démunis. On peut vraiment porter assistance à la veuve et à l'orphelin. C'est important dans un pays qu'il y ait ce genre de structure-là. Ce n'est pas dit qu'elle aura un volume tel qu'elle va régler tous les problèmes, mais je crois que c'est important qu'on ait une caisse de solidarité. Monsieur Amgo, dans le domaine économique, vous préconisez une profonde, et ça je vous cite, une profonde réforme du système éducatif. Oui. Et la réintroduction de l'instruction civique. Oui. Alors, il y a eu tellement de réformes de l'éducation civique, Oui. on se demande finalement en quoi va consister la vôtre. Parce que vous tirez la sonnette d'alarme Oui. du fait que l'incivisme est grandissant au Burkina. Je pense qu'il y a une démission des parents que nous sommes tous. Il y a une démission quelque part, peut-être même du corps enseignant qui est débordé. Il y a une démission collective. Nous devons nous ressaisir. Bon,
je ne vais pas jusqu'aux extrêmes de certains camarades qui prônent un retour au village, aux valeurs ancestrales. Ça, c'est compliqué dans le monde où nous vivons. Mais il y a quand même un minimum. Bon. Avant, l'enfant est élevé dans une structure où il y a la famille. Le père et la mère est là, sont là, ils ont la capacité d'encadrer l'enfant. Il y a le professeur. Aujourd'hui, avec le style de vie, le rythme de vie qu'on a, c'est relativement compliqué. De sorte que les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes. Il y a Internet maintenant. Donc on ne sait plus trop bien qui s'occupe de l'éducation des enfants et c'est dommage. Maintenant, pour l'éducation dans son ensemble, je pense qu'il faut la rendre, il faut qu'elle soit du domaine de l'État, effectivement. Voilà un domaine régalien, l'éducation, au même titre que la santé. L'État doit faire en sorte que l'école soit non seulement gratuite, mais obligatoire. Obligatoire pour les enfants, les filles comme les garçons, au moins de 5 ans à 16 ans. Maintenant, le secteur privé doit être là, en appoint. L'État ne doit pas se défausser de sa responsabilité et laisser le secteur privé gérer cela. Peut-être que dans le secondaire, dans le supérieur, des universités privées, moi je n'ai pas de problème avec cela. Mais il faut qu'au niveau de l'éducation, il y ait d'abord cette refonte par rapport à l'idée qu'elle doit être à la fois gratuite et obligatoire. Ensuite, elle fabrique des diplômés sans emploi. Tout le monde a égrené ce problème-là. Et c'est une bombe à retardement. Donc il faut qu'on accepte de réorienter les formations, les diplômes par rapport à nos besoins actuels et par rapport à ce qu'on anticipe pour 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Quel type d'économie on aura, dans quel secteur les étudiants seront vraiment demandés, de sorte qu'eux-mêmes, quand ils finissent leur lycée, qu'ils s'inscrivent à la faculté, qu'ils s'orientent convenablement. On a le sentiment que les étudiants, parce que la vie n'est pas facile quand on est étudiant, on cherche une filière pas trop compliquée, où on pourra peut-être se débrouiller, travailler à côté, étudier, et finalement on arrive tous à une pléthore d'étudiants qui sortent avec les mêmes diplômes et qui n'ont pas de travail. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que l'enseignement, comme la santé, c'est aussi une affaire de spécialistes. Je ne suis pas un spécialiste en tant que tel. Donc je prône la concertation avec le corps enseignant, avec la tutelle, avec les parents d'élèves, pour pouvoir chercher une solution optimale, notamment pour le supérieur, qui offre un spectacle qui n'est pas, je dirais, à la hauteur de ce que nous représentons. Quand il y a des concours du CAMES, le Burkina est toujours distingué. Et nous avons une université avec des années académiques qui se chevauchent. On a de la peine à savoir exactement en quelle année se trouvent les enfants. Et je suppose qu'il y a un coût à cela. Il y a un coût pour arrêter cela. Donc, si les spécialistes disent c'est tant de milliards, on met les milliards et on revient, on remet les choses en place. Donc, c'est ce que je voulais dire par une profonde réforme de l'enseignement et de l'éducation, parce que les pays qui ont émergé, notamment en Asie, ont consacré beaucoup d'argent à l'enseignement technique, l'enseignement professionnel, sur au moins 10 ans. Et là, on voit les effets. Un pays comme le Sénégal aussi a tenté cela. Et nous, je pense qu'on n'est pas encore dans cette dynamique-là. Vous n'aimez pas les chiffres, mais on va quand même vous demander. Oui. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, vous estimez que la part du budget qui revient à ce secteur doit être à peu près de combien? Minimum 25% en allant. Minimum 25%. Ça veut dire que ça va être un effort considérable. On n'aura pas l'impression que le retour sur investissement sera là, mais il viendra. Et je pense que pour quelqu'un qui a, on va dire, le mot n'est pas fort, qui a l'amour de servir son pays, il faut accepter de dire qu'il faut faire des sacrifices pour que les générations de demain en profitent. Donc si on a un peuple éduqué, correctement formé, et dans 15 ans, dans 20 ans, nous n'aurons aucun problème. Et en bonne santé. Et en bonne, absolument. Voilà, justement, dans ce secteur de la santé, oui. Qui est gravataire, pratiquement, comme les patients en fait, que les hôpitaux reçoivent. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez injecter concrètement en fait, dans ce domaine-là? Bon, dans le domaine de la santé, là c'est pire, effectivement. Il faudrait peut-être, à partir de peut-être 15% du budget, on peut espérer faire des choses. Nous sommes loin, il me semble. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour pouvoir lutter contre les affections, les pandémies, il faut bien sûr avoir un système de santé qui, dans sa logique, soit performant. Ça a été démontré par l'OMS, par l'ONU-SIDA. Vous prenez un pays qui a des ressources, mais qui a un mauvais système de santé, vous allez injecter, rien ne se passera. Chez nous, il y a beaucoup de problèmes, mais notre système de santé n'est pas si mauvais. Ce n'est pas courant de le dire, mais moi, j'ose le dire. Il y a une base. Il y a une base, voilà. Et on s'en est rendu compte, vous savez, à quel moment? Quand on a commencé à lutter contre le sida, qu'on a créé
le Centre national de CNLS. le CNLS, bon, à ce moment-là, on était pratiquement à 7% de séroprévalence. En l'espace de même pas 10 ans, on est tombé à 1%. Parce qu'on avait un système cohérent, on a pu mobiliser des fonds au niveau ONU-SIDA, on a pu les injecter, on a eu des résultats. Donc aujourd'hui, ce que nous devons faire en matière de santé, c'est essayer d'élever le plateau technique, un temps soit peu. Faire en sorte que nos CHU soient vraiment équipés top niveau et qu'on puisse même amener les CHR à ce niveau-là parce que ça règle deux problèmes. Ça augmente le plateau et ça élargit les possibilités et ça permet aux étudiants d'avoir des infrastructures pour se former. Des internes qui n'ont pas d'hôpitaux, ça n'a pas de sens. Ensuite, il faut obligatoirement gérer le personnel enseignant. Quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans d'études, M. Boudot, 15 ans d'études, il ne peut pas se contenter de ce qu'on lui sert dans le public, ou alors il reste en Europe. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se partage entre les cliniques et les hôpitaux. Et la qualité des prestations s'en ressent. Ça ressent. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit gérer. Ensuite, il y a la politique du médicament. Nous prenons les médicaments génériques en Asie, bon, c'est très bien. Je pense qu'il faut qu'on ait une vision par rapport à la politique du médicament qui soit, à défaut d'être nationale, au moins sous-régionale. Ça, c'est capital. Et enfin, pour compléter le dispositif, on a l'assurance, la couverture universelle santé qui est en train de démarrer. Donc ça aussi, ça va permettre d'avoir un système, un tout cohérent. Mais il y a des urgences qu'il faut absolument régler. Et le terme est bien choisi puisque quand on parle d'urgence dans les hôpitaux, c'est la catastrophe. On ne peut pas comprendre que quelqu'un arrive aux urgences et qu'on lui dise bon, il faut payer, bon, où est qu'il est accompagné, c'est pas possible. Il faut que les urgences prennent en charge les malades immédiatement et qu'ensuite on règle ces questions. Parce que même quelqu'un qui sort de chez lui, bon, il est millionnaire, il peut avoir un accident sans un franc en poche. Alors, a fortiori, quelqu'un qui n'a pas. Donc, je pense que c'est une question qui doit être réglée, mais qui passe aussi par les infrastructures, par l'augmentation des capacités d'accueil des hôpitaux pour traiter les malades admis aux urgences. Alors, vous parlez également de la lutte contre le chômage et l'exode rural, et vous dites qu'il faut donner aux collectivités territoriales les moyens de pouvoir réaliser des infrastructures, des activités qui vont maintenir tous ces jeunes-là dans leur terroir et leur permettre d'avoir de l'emploi. Voilà, absolument, parce qu'il y a deux problèmes en fait. Quand on dit le chômage, le sous-emploi, il y a aussi l'exode rural. Bon, des populations qui sont à la base au village ou dans les communes. Les jeunes qui ont la capacité d'être employés sur place, ils ne vont pas aller en ville. Donc il faut déjà aussi donner aux collectivités les moyens. On transfère des compétences, mais les moyens ne suivent pas. Il faut qu'on aille au transfert effectif des moyens, en même temps qu'on transfère les compétences, et que dans leur autonomie de gestion, ces collectivités aient la capacité même d'aller négocier à l'extérieur des financements pour leur propre développement, dans le cadre de la coopération décentralisée. À partir de ce moment-là, on va gérer le sous-emploi de ceux qui sont dans les villes, on aura un peu endigué l'exode rural, parce qu'on aura une agriculture mécanisée, on aura une agriculture avec des rendements importants, où celui même qui a fait des études ne se sentira pas dévalorisé de rester au village ou de rester au champ, parce qu'il aura un tracteur, par exemple. Il aura un tracteur, il a sa tablette, il est connecté, il est dans le monde aujourd'hui. Donc il est important qu'on ait cette vision de garder les jeunes à la terre avec les pôles de croissance, les aménagements qui sont en cours. Donc c'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut aller. Maintenant, la question de l'emploi, elle est complexe parce que nous sommes dans un système où, malheureusement, c'est l'économie de marché, une entreprise qui fait des bénéfices, bon, peut quand même licencier, malheureusement, si les actionnaires veulent davantage de dividendes. Bon, on n'est pas à ce stade-là chez nous, mais si on veut évoluer, il faut anticiper ce qui peut se passer. Donc la sphère privée, le secteur privé actuellement, comme vous l'avez dit, il est relativement embryonnaire, mais il faut le pousser à grandir. Il faut le mettre dans les conditions pour qu'il devienne fort et qu'il puisse donc créer de la richesse, créer des emplois. Et ils ont donné les recettes. Il faut d'abord qu'il y ait de la confiance par rapport au secteur privé. Nous avons rencontré... Oui, non, monsieur, voilà. Je voulais passer en fait justement à un autre chapitre. D'accord. Les relations internationales. Oui. Alors je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que la Côte d'Ivoire, c'est un peu votre seconde patrie. Oui, pour des raisons à la fois affectives, pour des raisons à la fois professionnelles et autres. Oui. Alors il se trouve que depuis quelques années, nos relations ne sont pas
franchement chaleureuses. Oui. Elles se sont notamment dégradées avec la chute puis l'exil de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Depuis le coup d'État manqué du général Guinguéré, alors c'est allé de mal en pis. Comment vous comptez véritablement restaurer cet axe Ouagadougou-Abidjan, Oui, tout à fait. qui est, quoi qu'on dise quand même, en fait, vital pour nos deux pays? Absolument. Vous avez tout à fait raison. Le Burkina et la Côte d'Ivoire ne peuvent pas se fâcher durablement. C'est pas possible. Et ça ne s'est pas vu. Il y a eu des cas, même après 66, hein, il y a eu des petits froids entre le général et le président Oufoué. Mais ça ne dure pas. Parce que nous sommes nombreux là-bas et la Côte d'Ivoire sait ce qu'elle doit au Burkina. Maintenant, vous savez, les relations internationales, les relations politiques à ce niveau-là, elles s'incarnent. On ne dit pas que c'est uniquement une affaire de personnes, mais elles s'incarnent. Donc, dans mon cas, vous pensez pouvoir incarner ça? Sincèrement, je n'ai aucun doute sur la capacité que j'ai à gommer tous les problèmes qu'il peut y avoir entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Bon, quand je dis tous les problèmes, restons modestes, tous les problèmes qu'on constate aujourd'hui, cette tension. Vous savez, la Côte d'Ivoire a accepté depuis longtemps la légitimité du peuple burkinabé à choisir son option. Ça, c'est évident. Ce n'est pas une chose qui peut être remise en cause. Le peuple ivoirien, dans son entièreté, a accepté cela. Maintenant, vous savez, les relations d'État à État, c'est complexe. Et quelquefois, certains États peuvent craindre des effets de contamination qui peuvent les amener à des situations qui ne sont pas forcément les meilleures. Mais je crois que depuis quelque temps, quand on observe les discours de part et d'autre, la tendance est à l'apaisement. Et je crois, sans l'ombre d'un doute, que les relations vont très rapidement se normaliser après les élections. Il est évident que si j'étais élu, ça serait plus rapide, mais bon. À propos toujours de coopération, vous avez parlé dans votre projet de société que vous préférez qu'on garde en tout cas le statu quo au lieu d'aller en tout cas dans d'autres aventures qui ne seraient pas favorables au développement du Burkina. Moi, je crois avoir lu entre ces lignes-là que vous parlez de la Chine populaire de Taïwan. Bon, j'ai dit que bien sûr nous avons des amitiés traditionnelles, mais qu'il fallait réévaluer quand même. Il faut réévaluer avant de décider. Je sais qu'il y a des candidats qui ont l'option, peut-être, de basculer d'une Chine à l'autre. Ce n'est pas la mienne pour l'instant. Mais je pense que tout doit se faire objectivement. On dit que plus rien ne sera comme avant. C'est le slogan. Donc, arriver aux affaires sur ces questions précises, très pointues, on se concerte. On évalue ce que le pays va gagner, ce que le peuple va gagner. Contrairement à un discours, contrairement à ce qu'on disait peut-être par le passé, c'est peut-être pas le peuple qui gagne, c'est les dirigeants. Non, là, si c'est le peuple qui estime qu'on doit aller vers l'autre Chine, pourquoi pas? Mais ce n'est pas une question qui est tranchée a priori. Monsieur Yamougou, à la conclusion de votre projet de société, vous parlez de la volonté du RDF de sceller un pacte républicain. Oui. Alors, en quoi est-ce qu'il va consister, ce pacte républicain? Alors, si vous voulez, avec ce que nous avons traversé, n'eût été l'importance de nos valeurs traditionnelles, n'eût été l'importance qu'on accorde à la chefferie notamment. La République a été plusieurs fois en danger. Et c'est une institution qui n'est pas de la République qui a pu impacter son maintien. Ça doit nous amener à réfléchir. Ça veut dire qu'il faut qu'on se rende compte que les valeurs républicaines, c'est fondamental. En même temps, il ne faut pas aussi occulter le fait qu'on peut, au vu de ce qui s'est passé dans la transition, penser raisonnablement à un statut aussi de la chefferie. Elle a démontré son utilité. Elle est pour nous aussi, quelque part, une boussole. Mais la République, c'est fondamental. À partir de ce moment-là, quelles que soient les péripéties, quels que soient les mouvements, si on est attaché à ces valeurs, on revient toujours à l'équilibre. Donc c'est un pacte nouveau dans la mesure où nous avons eu une longue période où un régime été en place. Ce régime a travaillé et ce serait, je pense, malhonnête de dire que ce régime n'a rien fait.
maintenant, les choses ne se sont pas terminées de la bonne manière. Ça ne veut pas dire que la République, dans son fondement, a échoué. Nous devons, dans un nouveau pacte républicain, repartir pour un Burkina nouveau, davantage ancré dans la démocratie, dans la bonne gouvernance, mais aussi clairement dans la République. Et je pense que c'est ce que j'ai voulu dire un peu à la fin de mon projet de société. Alors vous parlez de mettre en place également un programme commun de gouvernement. Voilà, dans ce que j'ai appelé le projet-programme, j'ai dégagé 7 axes stratégiques qui sont, comment dire ça, qui interagissent les uns avec les autres. Et j'ai évoqué la possibilité d'un programme commun de gouvernement parce que j'ai la conviction que cette élection va se résoudre peut-être au second tour, qu'il y aura nécessairement des forces qui vont se coaliser avec des programmes peut-être différents. Donc il faut forcément une plateforme commune pour ceux qui vont arriver aux affaires, de sorte qu'on puisse gouverner le pays. Il n'y aura donc pas de quart ni de huitième de tour? Moi, je ne le pense pas. Mais c'est le peuple qui va décider. Bien sûr. Si le peuple décide que je passe au quart de tour, moi, je suis preneur. Vous êtes preneur. Je suis preneur. Mais objectivement, quand je vois la configuration, avec bien sûr des favoris, des poids moyens, des poids lourds, des poids moyens, des poids plumes, donc je pense que ça va être extrêmement difficile que ça se passe au premier tour et qu'on ait l'assurance absolue que ça a été équitable, transparent. Vous voyez? Alors que si on s'achemine vers un second tour, qu'il y a des arbitrages, qu'il y a des reports, des coalitions, bon, à ce moment-là, peut-être même que ça va rassurer l'opinion nationale, internationale, l'électorat, par rapport au fait que bon, chacun a pu s'exprimer, mais on n'a pas pu départager. Donc on va au second tour. Et ça sera peut-être même le renforcement de la démocratie chez nous. Si en plus on peut éviter le spectre des crises post-électorales, je pense que la boucle sera bouclée. Et tout le monde y gagnera. Tout le monde y gagnera. Depuis la transition, on parle d'un Burkina nouveau. Oui. Vous, dans votre projet de société, vous parlez d'un Burkina neuf. Oui. Alors dites-nous, la nuance c'est quoi? La nuance, vous voyez, moi, je considère que quand on est dans la rupture, et uniquement dans la rupture, on se met dans une position inconfortable parce qu'on est contre-dépendant, suivez-moi bien, du schéma qu'on balaye. Moi, je pense qu'il faut au contraire essayer de casser un peu les codes. Je m'exprime, je m'explique. Il y a peut-être des gens qui songent à une restauration. Comme dans l'histoire de France, il y a eu la Révolution, la Restauration. Ça, à mon avis, il faut oublier. Il y a des gens aussi qui songent peut-être à une révolution. À mon sens, il faut également oublier. Pourquoi? Parce que la liberté, elle s'est incarnée. La volonté de chacun d'être libre, de faire ce qu'il veut, sans que pour autant ce soit l'anarchie, est telle que le modèle révolutionnaire que nous avons connu, j'ai du mal à le voir ressurgir. Donc, entre la restauration et la révolution, il y a la rénovation. Un Burkina neuf, mais qui va intégrer tout le monde. Puisque généralement, on fait la révolution, c'est un camp qui fait la révolution sur un autre. Vous êtes d'accord avec moi? La restauration, c'est pareil. C'est un ordre ancien qui revient pour balayer un ordre nouveau qu'il avait supplanté. Alors que ma vision est un peu entre les deux. Et je pense que c'est un sens de la responsabilité. Je ne dis pas qu'il est inné, mais de là où je suis, de là où je viens, on a eu l'occasion de connaître ça. La grandeur et puis vous savez la de quoi chute. vous parlez. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas mentir aux Burkinabés. Il faut leur dire la vérité. Moi, je pense que tous les leviers pour activer ce Burkina neuf-là, ils sont là. Simplement, souvent, on a mis ça dans les tiroirs. On dit, bon, il faut qu'on fasse la rupture, alors que les solutions sont là. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que je pense qu'il faut casser les codes. Quelqu'un qui n'est pas de la même formation politique que toi, mais qui a un projet pertinent pour la justice, tu l'appelles, tu donnes la justice. Voilà, Alors, M. Yaméro, oui. Notre émission tire à sa fin. Est-ce que vous avez une conclusion pour vous adresser aux électeurs au Burkinabé pour dimanche? Oui, je pense que je veux dire à mes concitoyens, au peuple burkinabé, que le Burkina Faso doit d'abord se réconcilier avec lui-même. Ça, c'est fondamental. Ensuite, nous devons rester solidaires. Ça, c'est capital. Nous devons ensuite être fiers de notre passé. Accepter l'idée et le principe que tous ceux qui nous ont succédé, tous ceux qui ont conduit ce pays, ont fait de leur mieux, avec leur force
avec leurs faiblesses. Essayons de garder ce qu'ils ont fait de bien et d'occulter progressivement ce qu'ils ont fait de moins bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait la justice, parce que l'absence de justice et l'impunité nous a créé énormément de difficultés. Mais je pense que nous devons être fiers de notre passé et confiants dans notre avenir. Et c'est dans cette dynamique-là que moi je me suis inscrit au long de cette campagne. Et je pense que c'était quelque chose qui en valait la peine. Les électeurs décideront le 29 prochain de ce qu'il en sera. Alors, avec Salvador Maurice et Denis Toussé Yameogo, le candidat du Rassemblement des démocrates pour le Faso, les 14 candidats à la présidentielle ont pu passer à cette émission. Un candidat, un programme, émission parrainée par le Conseil supérieur de la communication CEC. C'est tout pour, en tout cas, ces émissions. Aujourd'hui, la campagne électorale s'achève dans quelques heures. Merci à Ouseni Iliboudou de l'Observateur Parlaga, qui a co-animé avec moi ces différentes émissions. Merci à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Merci à vous, M. Yameogo, d'être venu de m'avoir accueilli. Plateau. Merci. Bonne suite de programme sur la radio-télévision du Burkina. Bonsoir et à la prochaine. On n'a pas d'argent, je suis fier d'être de ce beau pays. Même s'il est petit, le Burkina demeure mon pays. Même s'il est coma, pour moi il n'y a pas plus beau pays que le mien. Mon pote, Burkina Faso, y'a mon